Salut à tous et bienvenue dans cette FAQ de fin 2017 dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées la semaine dernière, un petit peu avant Noël, sur différents aspects. Vous avez été pas mal nombreux à poser des questions en rapport les uns avec les autres, donc j'ai tout regroupé ça en fait dans différentes catégories pour pouvoir répondre un petit peu plus globalement à chacun plutôt que de répondre individuellement et de risquer donc de me répéter. Mais comme je suis quelqu'un qui n'a absolument pas de mémoire et qui n'est absolument pas doué pour retenir des textes, j'ai donc imprimé vos questions ici et je les ai avec moi, donc on va commencer tout de suite. Alors, première question de Aziz, quand sort la FAQ? Maintenant. Deuxième question de Gakli, salut, ça va? Bon, ça commence pas fort là pour l'instant, mais ça va plutôt bien, je suis plutôt confiant, puisque on aborde le point crucial de cette FAQ, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont cliqué. Azrod YouTube, quand sortira l'épisode 3? Lou Vince, où en est Warren Flamel? Nomi's World, quand sortira l'épisode 3 final de Warren Flamel? Ça fait un moment qu'il est annoncé. Oui, ça fait bientôt 3 ans. Jean-Baptiste Deschamps, comment se passe la post-prod de Warren Flamel et quand sortira-t-il? Minxef, bonjour, peux-tu nous parler de l'avancée de Warren Flamel? Donc vous avez été pas mal nombreux à me poser des questions sur Warren Flamel, donc je vais vous donner des nouvelles. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, sachez déjà que c'est un des médiums sur lesquels on s'exprime le plus en tant qu'association, c'est sur Facebook, beaucoup plus que sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas encore liké notre page Facebook, le lien est dans la description de la vidéo. Franchement, allez liker et au moins vous aurez toutes les informations en temps réel et le plus régulièrement possible. Que ce soit la page de Avec en Production ou la page de Warren Flamel d'ailleurs. Alors, où en est Warren Flamel, épisode 3 final? Alors, ceux qui nous ont suivis du coup sur les réseaux sociaux ont pu voir qu'en octobre, on avait tourné la scène finale de l'épisode. En août, on avait tourné une des scènes qui nous avait donné le plus de fil à retordre en termes de décor, c'est-à-dire la scène qui normalement devait se passer dans le hall du ministère de la Magie, mais qui finalement s'est passée dans un couloir souterrain du ministère de la Magie, parce que Vigipirate oblige, on a fini par se rendre à l'évidence que nous n'aurons jamais de hall, malheureusement. Mais on a réadapté le scénario et au final, le décor passe très très bien, hein, je vous rassure, il n'y a pas eu de concessions énormes faites là-dessus. On a aussi en octobre, il me semble... J'ai dans mes notes. Oui, donc en octobre, nous avons également tourné la scène de Quidditch de l'épisode 3, parce qu'il faut savoir que l'épisode 3 aura une scène de Quidditch rien qu'à lui. Elle sera pas très très longue, mais elle va me nécessiter des heures, des jours, des mois de post-production, rien que pour remodéliser un terrain de Quidditch qui n'est pas celui de Poudlard. C'est ça qui va être important en fait, c'est que ce match de Quidditch se déroulant donc à l'Académie française de Beauxbatons, vous vous en doutez, on va chercher à recréer totalement un stade de Quidditch différent. Donc je vais énormément m'inspirer du jeu vidéo Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch pour les anciens, vous avez peut-être joué. Moi je l'avais sur Game Boy, hein, mais il existait déjà sur PS2 je crois et sur GameCube. C'est un très bon jeu dans le sens où le character design de toutes les différentes nations, les différentes maisons, les différentes équipes est aussi accordé au design des différents terrains de Quidditch. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a un terrain de Quidditch pour la France, qu'on peut donc envisager être celui de Beauxbatons, et forcé de constater, c'est quand même un heureux hasard, mais le style architectural de ce terrain de Quidditch qui a été fait dans le jeu Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch, qui est sorti je crois en 2004, colle tout à fait avec le style architectural du château du champ de bataille où nous avons tourné nos scènes de flashback de Beauxbatons. Donc c'est top, c'est dans la même continuité et on va essayer du coup de garder cette continuité architecturale pour le terrain de Quidditch de Beauxbatons qui ne sera pas donc le même que celui de Poudlard. Ouais, parce qu'on aime bien faire un peu différent nous les Français. Donc pour répondre à la question de Jean-Baptiste, comment se passe la post-prod de Warren Flamel? Eh bah... elle se passe lentement. Lentement pour plusieurs raisons. La première c'est que on n'a pas forcément... Déjà je suis quasiment tout seul sur la post-production, hein, à part Benoît au son et Thomas à la composition des musiques, sinon je suis tout seul à faire le montage et les effets spéciaux. Le montage est quasiment terminé, il me reste juste une toute micro-scène vers la fin de l'épisode pour raccorder le tout, mais normalement il n'y aura pas de souci. Ce sera donc, normalement, le montage sera terminé d'ici peu. Les effets spéciaux ont déjà été commencés par vague, ça dépendait des scènes, des diffusions, etc.
Mais globalement, ouais, les effets spéciaux sont beaucoup moins avancés que le montage, hein, ça c'est clair. Mais bientôt, on va pouvoir donc, dès que le montage sera totalement terminé, envoyer ça au mixage son chez Benoît, à la musique chez Thomas qui a déjà commencé à pas mal bosser sur les musiques de l'épisode 3. Donc, la post-prod avance. Après, si elle avance aussi lentement, outre le fait que je sois tout seul, c'est que, on va pas se mentir, quand ça fait 3 ans que vous êtes sur le même projet, il y a une espèce de lassitude qui se crée. C'est pas méchant, hein. Toutes les personnes qui ont vécu des longs projets, que ce soit en web-série ou en peinture, en dessin, en photo, quoi que ce soit, savent qu'au bout d'un moment, quand on fait quelque chose pendant très longtemps, on finit par se lasser un petit peu de ce projet. Et c'est ce qui malheureusement commence un petit peu à arriver avec Warren Flamel, pour ma part en tout cas, et je suis partagé entre un sentiment de lassitude d'être toujours sur les mêmes images, tournées déjà depuis 2 ans, d'une qualité bien moindre que celle qu'on a aujourd'hui, et à côté aussi l'envie de terminer ce projet. On le terminera de toute façon quoi qu'il arrive, mais sans le bâcler. Et c'est compliqué du coup d'allier les deux. C'est pour ça que ce que je pensais proposer pour 2018, alors il faudra bien que je sélectionne parce qu'il ne faudra pas que ce soit des passages qui vous spoilent, mais ce serait du coup de faire de la post-prod, mes sessions de post-prod en fait, les rendre publiques, les faire en live avec vous, pour pouvoir répondre à vos questions. Déjà moi ça me motiverait parce que déjà ça me poserait un calendrier, je sais que tel soir, à telle heure, il faut que je sois en direct pour faire le live, et surtout ça vous permettra vous aussi de voir un petit peu que le projet n'est pas mort, le projet avance, et c'est vrai que si on n'entend aucune nouvelle, on peut très vite penser que le projet est foutu. En fait c'est pas du tout le cas. Donc pourquoi pas des lives de sessions de montage, de sessions d'After Effects, ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait et ce que vous aimeriez voir dans ces sessions de live, sachant que bien évidemment je vais essayer le plus possible de ne pas vous spoiler l'épisode, le but c'est pas de vous le gâcher. Alors une dernière question sur Warren Flamel avant de passer à la suite, de Swift comme Swift. Bonsoir, peux-tu nous raconter un peu ton expérience avec Raphaël Descraques et Julien Josselin, et par là même dévoiler un peu sur le prochain épisode de Warren Flamel. Félicitations pour ce que tu fais et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Swift comme Swift. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, on a eu la chance en fait d'avoir sur le tournage de... ça commence à dater maintenant, c'était juillet de l'année dernière, de juillet 2016, on a eu la chance sur les tournages à Beaubaton d'avoir Raphaël Descraques et Julien Josselin, donc qui sont venus en tant que guest faire une petite séquence qui clairement sera dans le style Raphaël Descraques et Julien Josselin, donc ça va être de l'humour, hein. C'est eux qui ont écrit cette petite scène, on leur avait fait un petit brouillon avec Nicolas pour leur dire à peu près ce qu'on voulait, et derrière on leur a envoyé, et Julien m'a répondu en disant est-ce qu'on pourrait modifier un peu? Puis en fait ils ont modifié quasiment toute la scène, c'est très bien parce que du coup ça colle carrément plus à leur univers et à leur style de personnage, et je sais pas pour vous, mais nous en tout cas on adore ce qu'ils font, et ça a été un vrai plaisir de les diriger et de bosser avec eux. Je pense que c'est aussi grâce à eux qu'on va enfin avoir un bêtisier sur Warren Flamel, parce que jusqu'à maintenant c'était quand même très sage, mais qu'est-ce que ça a été le bordel quand ils étaient là. Mais c'était un bordel créatif, un bordel qui a fait avancer le projet, et franchement c'est que du bonheur. Il faut pas perdre de vue qu'on est là pour se faire plaisir avant tout, et se marrer, se taper des bonnes barres sur un tournage, il n'y a rien de mieux. Franchement c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à une équipe, c'est de leur offrir du rire en barre sur les tournages. Page suivante. Donc le second thème qui revenait pas mal dans vos questions, c'était les projets à l'avenir. Alors on a Lormag qui nous demande « Avez-vous des projets de séries ou de films ?» Étincelle Prophétie qui demande « Quels seront vos futurs projets sur YouTube ou en dehors ?» Et Rodjan, quel projet voudriez-vous faire et concrétiser après Warren Flamel? Nouvelle série ou one shot? Cool, bonjour chat. Bien, ce sera plutôt one shot parce que, comme vous avez pu le voir, les séries, c'est pas toujours évident de tenir le rythme et de trouver un scénario intéressant. J'ai quelques petits projets de séries, mais pour l'instant, c'est clairement pas prévu de les mettre sur les rails avant, je sais pas, minimum 2020, 2021 à peu près, histoire de bien se laisser le temps. Notamment une série que je commence à faire mûrir de plus en plus sur une espèce de trésor caché, un peu façon chasse au trésor, comme les films qu'on faisait un petit peu au début des années 2000, fin des années 90, qui étaient des films que j'aimais beaucoup, hein, tous ces espèces de films de chasse au trésor. Et donc là du coup ce serait une mini web-série sur ce thème-là. Par contre des projets one-shot on en a, et on en a même un bon paquet,
Et on a commencé déjà à en tourner un, puisqu'au mois de novembre, pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook, vous avez pu voir qu'on a tourné un court-métrage qui s'appelle Evil Night. Alors pourquoi Evil Night? Eh bien tout simplement, c'est un espèce de court-métrage hommage à la série Ash vs Evil Dead et aux films d'horreur, d'épouvante plutôt, de manière générale. Surtout les films des années 80 qui avaient une esthétique très particulière, qui paraît peut-être un petit peu kitsch aujourd'hui, mais qui, mine de rien, nous a beaucoup inspiré. Et donc on a tourné ce court-métrage sur une nuit complète à Limoges, donc sur la base militaire du Madelage, à Couzex. Et on a tourné ça du coup en une seule nuit. Ça a été assez physique comme tournage, il faisait très froid, très froid, mais l'équipe a été adorable et on a réussi à tout boucler ce qu'on voulait, et ça relève presque du miracle, hein, honnêtement, vu le nombre de plans qu'on avait à faire et les conditions de tournage qu'on avait. Ça nous a aussi permis de mettre la main sur la toute nouvelle caméra cinéma de chez Canon, à savoir la C200, donc qui est la suite de la C100 Mark II avec laquelle je filme actuellement, et qui est une caméra proprement incroyable, hein, pour son prix et pour ses capacités. Après, il y a des bons et des mauvais côtés, comme dans toutes les caméras, et ça fera l'objet d'une vidéo que je sortirai début 2018, puisque l'intérêt de tourner avec cette caméra, en fait, c'était un partenariat qu'on avait fait avec le magasin Profit Store de Paris, et avec le service com de Canon aussi, et l'intérêt aussi de pouvoir faire un retour sur expérience du coup de cette caméra pour leur dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc. en tant qu'utilisateur de Canon, puisque moi historiquement je n'ai utilisé que du Canon. J'ai commencé avec un 600D, là j'utilise la C100, ce sont toutes des caméras Canon et j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup leur ergonomie. On a également pu tourner encore une deuxième fois avec le Diabolique de chez Aldan, qui est donc une grosse batterie portable qui nous sert à alimenter nos projecteurs, et Dieu sait que de nuit, dans le froid et pas forcément à proximité de l'électricité, ça nous a vraiment sauvé la mise. On a pu brancher la grosse Fresnel de 200 watts IDV que j'utilise actuellement en lumière principale. On a pu également brancher une machine à fumer de 400 watts, mon autre petite Fresnel de 60 watts. Enfin, on a pu brancher plein de trucs dessus et on n'a toujours pas réussi à crever cette batterie. On a tourné dessus une grosse partie de la nuit et elle avait encore de la batterie le lendemain. C'est incroyable. Je ne sais pas si un jour on fera un tournage où on videra totalement un Diabolique. Peut-être. Ça serait bien. Pareil pour le Diabolique, on prépare un retour sur expérience ainsi que, pourquoi pas, une vidéo de test approfondie du produit pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça permet et aussi toutes les possibilités que ça ouvre en termes de lieu de tournage qui jusqu'à maintenant paraissaient inaccessibles parce que trop loin de maison ou quoi que ce soit. Là maintenant vous pouvez avoir tous les projecteurs que vous voulez, peu importe l'endroit où vous tournez, et ça c'est vraiment top. Donc pour résumer, projet à venir, principalement du one-shot sur la chaîne principale, toujours les making-of, bêtisiers, etc. sur la chaîne secondaire, et pas mal de tests de produits et de vidéos de tests de manière générale qui vont arriver sur la chaîne secondaire, qui va vraiment se spécialiser là-dedans. Ensuite, un autre thème qui est revenu souvent, ce sont les études audiovisuelles. Davon Martel, ça doit être ça. Salut! Que conseilles-tu comme étude audiovisuelle à un jeune réalisateur perdu entre les licences, les BTS, les projets personnels et les écoles privées? Ah, bonne question. Fantine, salut Fantine. Me demande, quelles études as-tu fait ou aurais-tu aimé faire dans le cinéma? Alors, des études, j'en ai fait. Quelles études j'aurais aimé faire? Bonne question. Mais en tout cas, j'ai un avis très arrêté sur les études que j'ai fait et je vais vous développer ça tout de suite après. Après la question de Dayred qui dit « Je compte travailler dans l'audiovisuel, que me conseilles-tu comme orientation ?» Dans le monde du cinéma, il faut savoir qu'il y a plusieurs cursus, on va dire, qui peuvent vous amener à bosser. La voie de la facilité, et ce que beaucoup d'entre nous ont fait, et j'en fais partie, hein, c'est de faire des écoles privées. Parce que pourquoi? Parce que quand vous regardez école de cinéma, ça vous semble être les seuls qui vous vendent du rêve, et c'est les seuls surtout qui ont du matos. Ça c'est vrai par contre, elles ont du matos. Par contre, est-ce qu'elles vous vendent du rêve? Non, elles vous vendent du vent, pour la plupart. J'ai aucun scrupule dans la vraie vie, donc je n'aurai aucun scrupule là dans cette vidéo, à dire que j'ai fait l'écart, donc l'école de cinéma à la Plaine Saint-Denis, que je le regrette amèrement, que pour moi cette école est une vaste supercherie, que le matos qu'on vous montre aux portes ouvertes, vous n'y toucherez jamais, puisqu'il est en grosse partie réservé à la section internationale qui paiera le double du prix de votre scolarité pour la leur. On est dans des classes surchargées, un amphi de 100 personnes qui se vide au fur et à mesure de l'année. Après 2-3 mois, il y a déjà quasiment plus personne dans les cours en amphi, puisque les 3/4 des élèves font leur sélection dans les cours. À 7 500 € l'année, c'est quand même du mal à comprendre, mais pourquoi pas.
Les profs, il y a de tout, il y a à boire et à manger dans les profs, c'est-à-dire que vous pouvez tomber, ça a été notre cas, sur d'excellents profs comme à la Lumière, il y a de très bons profs, qui sont en fait des anciens professionnels du cinéma, qui sont à la retraite pour la plupart, et qui ont une envie de transmettre leur savoir et leur technique. Ça, c'est la bonne démarche. Malheureusement, la plupart des professeurs dans une école comme l'Écart, ce sont juste des mecs qui ont cherché à travailler dans le cinéma, qui n'ont pas trouvé de job, ou qui se sont grillés, ou qui ont foiré leur premier film, et qui terminent prof dans une école de cinéma. Voilà. Donc j'ai du mal à voir comment un mec qui a foiré sa carrière peut t'apprendre à réussir la tienne. Les trimestriels, les partiels qui n'ont aucun sens, le fait que n'importe qui paye ses 3 années de scolarité à son diplôme, donc au final le diplôme de l'Écart ne vaut rien. Oui, le diplôme de réalisateur, attention, pas le BTS, hein, le diplôme de réalisateur de l'Écart ne vaut pas un clou, puisque n'importe qui dans ma promo qui a payé ses 3 années de scolarité a eu le diplôme. Quasiment. Il y a peut-être ceux qui sont vraiment pas venus à l'examen final, l'ont pas eu quand même, faut pas déconner. Mais voilà, pour moi c'est une école qui n'a aucun scrupule, qui pompe l'argent indéfiniment. J'ai des potes qui en première année dans cette école se sont endettés sur plusieurs années pour payer une école où les profs le matin t'annoncent qu'ils ne viendront pas parce qu'ils ont un imprévu. Le matin. Une fois ça peut arriver. Au bout de la 3e ou 4e fois, tu commences à te demander si le mec se fout pas de ta gueule, quoi. Donc ouais, vous avez remarqué que j'ai un avis très arrêté sur les écoles privées de cinéma, surtout l'Écart. Après, je prétends pas connaître toutes les écoles. J'ai eu de bons échos sur les SEC, les SEC. Bref, j'ai une connaissance qui a fait cette école et qui apparemment est plutôt satisfaite de ce qu'elle y a trouvé, donc pourquoi pas. J'ai à peu près les mêmes échos que l'Écart vis-à-vis de l'ESRA, donc je me permettrai pas de juger, mais du peu que j'ai vu lorsque j'ai passé le concours d'entrée de cette école, ça m'avait l'air effectivement du même acabit. J'ai par contre de très bons retours sur l'école de Luc Besson, mais pourquoi est-ce qu'on a de bons retours sur l'école de Luc Besson? Tout simplement parce qu'il y a une vraie sélection à l'entrée. Il n'y a pas un QCM comme à l'ESRA où la dernière question c'est que signifie Hakuna Matata dans Le Roi Lion. Véridique, c'était la dernière question du QCM, et les autres étaient à peu près du même acabit. Comment est-ce que vous pouvez juger à l'entrée d'une école des élèves avec des questions aussi peu sérieuses, quoi? Et surtout, comment est-ce que vous pouvez accepter 100 élèves par promo tous les ans, leur promettre que chacun d'entre eux vont gagner la Palme d'Or, parce que oui, c'est ce qu'on nous promettait, c'est ce qu'on nous promettait lors de la première journée de cours. Le responsable pédagogique disait « Moi je suis là pour vous apprendre à gagner la Palme d'Or ». Il faudrait peut-être qu'on lui apprenne que tous les ans il n'y a qu'une seule Palme d'Or, il n'y en a pas 99, mais bon, c'est pas grave, il va mieux le savoir que nous. Donc voilà, les écoles privées de cinéma, clairement pas. Surtout pour les formations internes de ces écoles. Parce qu'après, il y a des écoles privées de cinéma qui vont vous faire des BTS. Et un BTS, c'est encadré par l'État. Donc de toute façon, école privée ou pas école privée, vous avez le même diplôme à la fin, parce que vous avez le même examen que toutes les autres écoles qui font le BTS. Après, si les profs sont mauvais, par contre, vous avez clairement beaucoup moins de chances de l'avoir. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer une école privée pour aller faire un BTS audiovisuel? Pas forcément. Pour ce qui est ensuite des facs, alors moi j'ai pas fait de faculté, hein, donc je pourrais pas trop vous dire, mais globalement tout ce qu'on vous dira sur les facs est à peu près vrai, hein, c'est ce qu'on m'en a redit aussi de mes quelques potes qui en ont fait, c'est que les facultés c'est de la théorie, mais ça vous coûte pas très cher. Donc au final, est-ce que les 7000 € que vous mettrez pas dans une école de cinéma, est-ce que vous ferez pas mieux de les mettre dans votre matos et de faire vos petits courts-métrages en parallèle de vos cours théoriques barbants à la fac, qui mine de rien vous apprennent quand même les bases du cinéma, hein, parce que la base de tout art est quand même un minimum théorique, et derrière, la pratique, ça s'apprend au moment du tournage. Ça, vous pourrez pas l'apprendre autrement qu'en faisant vos tournages et en commettant vos erreurs sur vos tournages, puisque on apprend principalement que de ces erreurs. Une autre école que j'ai pu faire, qui est pas vraiment dans le domaine du cinéma, plus dans le domaine de la post-production, c'est Artefix à Montpellier. J'y suis resté qu'un an à Artefix, de 2014 à 2015. Et par contre là, très très bonne école, j'ai pas grand chose à redire dessus. C'est une école qui est extrêmement stricte dans ses processus d'apprentissage, mais dans la post-production c'est ce qu'on va vous demander de toute façon, donc en fait ils ne font que vous préparer au mieux à ce que le milieu va attendre de vous. Et pour ça, c'est selon moi une très très bonne école. J'y suis pas resté parce que mes résultats étaient à la limite de l'acceptable, c'est-à-dire que chaque année en fait Artefix
écrème, on va dire, ses promos et coupe à 12 de moyenne. Tout ce qui a moins de 12 de moyenne, ça dégage. J'étais à 11,5, il a fallu que je choisisse entre soit continuer l'école et arrêter tout ce que je faisais à côté, soit continuer ce que je faisais à côté mais arrêter l'école. Je venais de lever le crowdfunding pour Warren Flamel et j'avais quelques offres d'emploi sur Paris qui m'attendaient, donc du coup j'ai préféré remonter sur Paris, quitter Montpellier et arrêter Artefix. Est-ce que je le regrette? Pas forcément, puisque la post-production c'est pas non plus ce qui me bottait le plus dans l'audiovisuel. J'aime bien le côté un peu magicien de la post-production, mais j'aime quand même beaucoup être en tournage, et je me serais pas vu faire de la rotoscopie à longueur de journée, même si c'était à Londres ou Montréal. Alors, on aborde ensuite un thème plutôt commun à tous les youtubeurs qui enseignent un petit peu, ou du moins qui sont un peu techniques, c'est le matériel. AFR qui me demande « Pourquoi avez-vous pris la C100 qui ne filme pas en 4K ?» Pourquoi pas de 4K en 2017, maintenant 2018 ? Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est l'objet de ma prochaine vidéo que je suis en train de monter actuellement, tourner, écrire, qui est donc une review en profondeur de la C100 Mark II avec laquelle je filme actuellement. Et tant qu'à faire, je peux même vous montrer un petit teaser. Donc voilà, c'est clairement gros pompage de la pub de Red, mais voilà, il y a énormément de choses intéressantes à dire sur cette caméra, et c'est une caméra qui jusqu'à maintenant était un petit peu méprisée par les vidéastes, et aux États-Unis il y a une vraie vague de personnes qui est en train de revenir sur la C100 Mark II, donc ça fait vachement plaisir. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur cette caméra, et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Question de Philétrique qui me demande « Quelle caméra acheter pour débuter dans l'audiovisuel et quel objectif ?» Alors déjà tu fais la différence entre les deux, c'est bien. Quelle caméra acheter pour débuter dans l'audiovisuel ? J'ai pas vraiment de caméra type à te proposer, puisqu'elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Je dirais, prends celle qui est dans ton budget, puisque de toute façon, tu vas être amené à évoluer. Si tu continues à travailler dans l'audiovisuel, tu vas évoluer, tu vas t'acheter du nouveau matériel qui sera toujours meilleur. Par contre, si jamais tu arrêtes de travailler dans l'audiovisuel, tu t'auras investi tout cet argent pour rien. Donc autant investir peu, et petit à petit commencer à gratter du matériel, plutôt que d'investir direct une grosse caméra que peut-être tu ne t'en serviras jamais, puisque, je sais pas, pour X ou Y raison, la caméra te plaira plus, et la vidéo te plaira plus, donc du coup tu vas la laisser reposer dans un coin et tu auras dépensé 2000-3000 € pour rien. Donc clairement, dans ton budget, tu as plein de sites ou de vidéastes qui te font des classements de caméras en fonction du prix, moins de 300 €, entre 300-500, entre 500-700 et 700-1000. Moi je te dirais clairement, commence avec une petite caméra, pas forcément très chère. T'as des très bons réflexes qui se font chez Canon, qui font de la vidéo, hein, t'en as encore, même si c'est un peu passé de mode maintenant de faire de la vidéo avec les réflexes. Sinon t'as tous les hybrides maintenant qui viennent d'arriver sur le marché, t'as plein d'hybrides comme le A6000 et tout ça qui sont très très bien. Chez Sony ils font pas mal d'hybrides entrée de gamme qui sont très très bien pour la vidéo. Un modèle que je recommandais beaucoup quand je bossais à la Fnac, c'était le G7 de chez Panasonic, qui est un hybride aussi il me semble. Objectif interchangeable, etc. C'est un petit peu comme un GH4 Lite en fait, avec un petit peu moins d'options, mais apparemment il a de très très bons retours, et je le recommandais beaucoup à mes clients parce que en général les clients à qui j'avais recommandé revenaient satisfaits. Donc, que ce soit chez Sony, chez Panasonic, etc. Prévoir des quantités d'adaptateurs pas possibles pour monter du Canon dessus, parce que Canon c'est quand même la meilleure monture pour l'instant en termes de choix d'optique en tout cas. J'espère que j'ai été assez clair. Pas sûr. On fera peut-être une vidéo à ce sujet. Hein. Ouais. Alors, autre thème qui est revenu dans peu de questions, cette fois-ci juste deux, c'est la question de la vie professionnelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai 23 ans, bientôt 24, et donc du coup, c'est un âge à laquelle on arrête les études et on commence à travailler. Donc la première question de AFR est « Quel est votre métier ?» Alors, j'ai
bien aimé ta question AFR parce que c'est rare aujourd'hui les gens qui disent quel est ton métier. Ça fait plaisir parce que maintenant c'est plus quel est ton boulot, quel est ton job, On a l'impression qu'on fait ça en fait un petit peu à contre-cœur, alors qu'en fait on a quand même choisi cette branche pour faire un métier qui nous botte, un métier qui nous donne envie de nous lever tous les matins. Donc, quel est mon métier? Eh bien, depuis juin, je suis technicien numérique, c'est-à-dire qu'en fait je travaille dans une entreprise de location d'appareils photo. Alors, principalement des appareils photo moyen format, donc c'est des appareils photo qui ont des capteurs encore plus grands que ceux du 5D, mais on loue aussi des appareils photo plein format comme le 5D, le 1D, etc. Ce que ça a d'intéressant comme métier, c'est que ça t'apprend à nettoyer un capteur, à entretenir du matériel, à le préparer, à être rigoureux, et surtout à avoir une clientèle qui est très exigeante, donc du coup, l'exigence qu'a ta clientèle, tu es obligé de te la renvoyer à toi-même. Outre ça, ça me permet aussi de me tenir informé des dernières nouveautés, ça permet de rencontrer des responsables de matériel, etc. Enfin, ça permet vraiment... j'ai appris énormément de trucs, ça fait 6 mois que je bosse dans cette boîte-là, et en 6 mois, j'ai peut-être appris plus que en 3 ans de BTS en école, quoi. C'est vraiment... le terrain, c'est le meilleur endroit pour apprendre. Il n'y a pas meilleur que le terrain, quoi. Deuxième question de Hugo Pluchon. Bonjour Vector Production, Quentin, c'est moi. Vous sentez-vous plutôt technicien VFX, donc technicien effets spéciaux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, réalisateur, photographe, ou bien les trois à la fois? Et t'as plutôt bien cerné, hein, parce que je suis plutôt les trois à la fois. Technicien VFX parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le côté le côté trucage, j'aime beaucoup ça, le fait de dire aux gens, tiens, tu vois le plan là, y a rien qui te... Non? Ouais, il est truqué. Ou par exemple, pour ceux qui avaient vu mon court-métrage de fin de première année à l'écart, L'Homme en rouge, il y avait tout un plan dans l'intro en fait où il y a un grand panorama avec des montagnes en arrière-plan. En fait, ces montagnes en arrière-plan, c'est un matte painting pour remplacer le corps de ferme du château de Valmade dans lequel on tournait, qui mine de rien n'était pas du tout raccord en termes d'histoire, de narration. Et lors de la projection, personne n'a pu dire que ce plan était truqué. Ce qui veut dire du coup que j'ai bien fait mon boulot, hein. Le boulot d'un technicien VFX, c'est de ne pas être vu. C'est un petit peu ingrat comme job, mais moi ce que j'aime bien derrière, c'est revenir sur les plans et leur dire, tiens regardez, ce plan-là, en fait il était truqué. Et c'est ce que j'adore, par exemple les making-of de Game of Thrones et tout ça, j'adore regarder les VFX background de ça, puisqu'en fait il y a plein de plans, tu fais, ah ouais, en fait c'était truqué, ou ah ouais, en fait c'était ça, et on se rend compte, enfin en tout cas pour moi, ce qui marche le mieux, c'est plus c'est simple, mieux ça marche sur moi. Si vous mettez une scène avec plein de 3D, des heures de calcul, des millions de particules, je suis en mode ouais oui, c'est bien, hein, t'as fait des études pour apprendre à faire de la 3D, donc chapeau l'artiste. Par contre, si jamais vous mettez des petits éléments de fond vert bien placés, qui du coup vont bien aller les uns avec les autres et tout, et donner un réalisme, là je vais faire putain, là c'est pensé quand même ce truc là. Et c'est ce que j'adore pour le coup dans le côté VFX, c'est ce côté on pense l'image en mettant plein de petits morceaux ensemble, ça va donner un rendu différent et un truc en fait le but c'est que les gens ne se doutent pas que le plan est truqué, et ça j'adore. C'est un petit peu façon Assassin's Creed, on travaille dans l'ombre pour servir de la lumière, c'est un peu ça. En fait on est tous un petit peu des assassins dans les superviseurs effets spéciaux. Ensuite, réalisateur, oui, j'aime beaucoup être réalisateur. Après, j'ai appris avec le temps que je suis un piètre directeur d'acteur. Et je sais que ça fera rire certains membres de mon équipe parce qu'ils me le rappellent assez souvent. Mais j'aime beaucoup la réalisation pour autant. Donc la réalisation, c'est pas que la direction d'acteur, c'est aussi un petit peu la technique. Moi, en l'occurrence, du coup, ça devient principalement la technique, puisque n'étant pas spécialement doué en direction d'acteur, j'ai délégué cette tâche à quelqu'un de l'équipe. C'est ce que tous les réalisateurs qui se sentent pas à l'aise avec leurs acteurs devraient faire. On a en l'occurrence Aurélien, qui nous aide sur nos projets, et qui, du coup, maintenant, sur tous nos projets, quand il arrive à se rendre disponible, en tout cas, fait la direction d'acteur. Et le film s'en sort grandi, puisqu'il est meilleur que moi, donc du coup, l'acteur sera en meilleures conditions. Moi, ça me permet de me dégager, entre gros guillemets, hein, parce que c'est pas non plus une charge, hein, la direction d'acteur, ça me permet de me dégager de ça pour me concentrer sur ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire la technique. Donc au final, tout le monde est gagnant. Et l'acteur lui-même est gagnant, puisqu'il se retrouve avec un interlocuteur qui va vraiment être pendant tout le tournage avec lui. Sur le tournage de Evil Knight, Aurel, il a pas lâché les acteurs d'une semelle pendant 5 minutes.
Pendant tout le tournage, il était avec eux, il répétait, il venait me voir, il dit est-ce que tu veux plutôt qu'on fasse ça, ça, ça. Ça fait partie du job de réalisateur aussi. Moi j'ai l'intention, je la transmets au directeur d'acteur, et le directeur d'acteur, lui, va s'arranger pour que l'acteur communique l'intention qu'on lui a demandé. Et au besoin, si jamais derrière il se rend compte que ça marcherait plutôt mieux comme ça, il revient vers moi, il me propose, soit j'accepte, soit je refuse, parce que ça reste quand même le réalisateur qui décide. Il faut sur un tournage, de toute façon, quelqu'un qui dise oui ou non. La pire chose qui puisse arriver à un tournage, c'est de ne pas avoir de chef, et de ne pas avoir le mec qui va être tout en haut et qui va trancher, parce que tout le monde peut avoir plein d'idées sur un tournage, et ce qui est génial en tant que réalisateur, c'est de recueillir les idées de tout le monde. Faut jamais dire ta gueule, t'es qu'un technicien. Ça, surtout pas. Faut toujours laisser les gens vous proposer leurs idées, parce que c'est très souvent l'idée de quelqu'un qui va faire mais oui putain j'y ai pas pensé, mais grave on va faire ça. Il faut laisser tout le monde proposer leurs idées dans le calme quand même, hein, pas que ça soit la cohue, et derrière il faut le réalisateur pour trancher, dire on fait votre idée ou on fait mon idée. Ça c'est ce que j'aime bien dans le rôle de réalisateur, c'est effectivement ce côté chef d'orchestre. Vraiment le réalisateur fait pas son film tout seul, il le fait avec une équipe, mais il guide l'équipe, il la lead, et ça c'est vraiment ce qui me plaît dans le job de réalisateur. Et ensuite photographe. Pourquoi photographe? Et bah c'est vrai que depuis que j'ai commencé à bosser dans mon nouveau taf en juin, je me suis beaucoup plus intéressé à la photo. Je faisais déjà de la photo avant, mais vraiment de manière un peu anecdotique on va dire. Là vraiment je me suis vraiment penché dessus, sur la technique, sur aussi les prises de vue en studio que je faisais absolument pas avant. C'est quelque chose que j'ai totalement découvert avec mon nouveau travail. Et ouais, photographe j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs dans la récap que je ferai tout à l'heure de mon année 2017, il y a pas mal de jobs de photographe que j'ai fait à droite à gauche, que ce soit en studio ou en photographe plateau. On en reparlera plus tard de ça. Nouveau thème, les tutoriels. Alors R6 Gold me demande quand reprends-tu les tutoriels sur After Effects? Eh bien, quand j'aurai des idées de tutoriels à faire sur After Effects et que j'aurai du temps. Donc je peux pas te donner de date de sortie pour les prochains tutoriels. Ça prend énormément de temps de faire un tutoriel malgré tout, hein, parce qu'il faut le penser un minimum. Vous avez des gens qui vous font des tutoriels faits à l'arrache. Moi j'aime pas. Quand je cherche un tutoriel, en général, je suis un gros consommateur de tutoriels anglophones. Les Anglais en général, quand ils font un tutoriel, ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont, ils se contentent juste de suivre un process en fait. Mais le process, il faut le préparer. ça s'improvise pas. Donc du coup, ça prend du temps de préparer un tutoriel de qualité, c'est pas toujours évident. Par contre, c'est vrai que du coup, si jamais je commence à faire des lives de post-production, là tu pourras venir sur les lives R6 Gold et on pourra échanger sur After Effects, sur les techniques que j'utilise, etc. Ce sera un petit peu comme des tutoriels, sauf que ce sera en live et qui ne seront pas enregistrés. Voilà, c'est un petit côté instantané de la chose, voilà. M'envoie un long commentaire écrit tout petit du coup. Bonjour, je voudrais savoir si vous comptez faire un tutoriel sur les déplacements et apparitions de mange-morts. En tout cas, toujours un plaisir de vous suivre. Vous faites un travail remarquable. Merci beaucoup JTDJV on stage. Alors, un tutoriel sur les déplacements des mange-morts. Non. Non, parce que je n'ai pas le niveau en 3D et en particules requis pour ça. Par contre, si jamais un jour j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est à même de m'aider à faire un tutoriel là-dessus, on le fera à deux et ce sera un véritable plaisir. Pour ce qui est de l'apparition des mange-morts, par contre, ça je peux peut-être faire un tutoriel dessus parce qu'on a cet effet-là dans l'épisode 1 de Warren Flamel, et en fait c'est juste en utilisant des stock shots de fumée du pack Action Essential 2. Donc ouais, il y a moyen, c'est possible que je puisse le faire. Mais ouais, pour l'instant c'est pas prévu en tout cas. Petite technique, Pax Action Essential 2, c'est les stock shots de fumée qui se relèvent comme ça et qui tombent. C'est de la fumée blanche de mes souvenirs dans le stock shot, donc j'avais mis un effet de calque inversé pour réussir à les passer en noir. Ensuite j'avais fait une extraction de couleur pour le clair, ou quoique non, je crois que c'était déjà en alpha. Bref, j'avais inversé les couleurs en tout cas pour que la fumée soit noire, quoi, tout simplement. Puis tu mets ça à la place de ton mange-mort avant qu'il apparaisse. Faut juste que ton cadrage ait été prévu en conséquence par rapport à l'effet que tu vas utiliser, quoi. C'est toujours prévoir ses cadrages en fonction de l'effet que vous allez réaliser derrière, et pas faire l'effet après avoir fait le cadrage. Parce que sinon c'est le meilleur moyen de foirer votre effet et que personne surtout veuille le faire à votre place derrière. Ensuite on a The Squeaky qui me dit « La prochaine fois que vous revenez sur Poitiers, on se boit un godet ?»
Mais carrément. On passe de temps en temps et assez souvent sur Poitiers, donc un godet, pourquoi pas. Ensuite, Charlotte A. Charlotte A qui me demande comment réalise-t-on un découpage technique. Alors, Charlotte m'a bien aimé Charlotte. Charlotte, il faut savoir que c'est mon assistante réelle sur Warren et sur tous les projets de l'Avectan. Et Charlotte me déteste parce que je ne fais jamais de découpage technique sur papier. Je le fais dans ma tête. Ne faites jamais ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Un découpage technique, c'est important. Un découpage technique, c'est essentiel. Et un découpage technique, c'est bien à partir du moment où vous n'êtes pas tout seul sur le tournage. Donc, c'est-à-dire, c'est tout le temps bien. Le découpage technique, c'est ce qui va faire en fait que le nombre de plans et le type de plan, l'axe des plans que vous avez en tête va être mis sur papier et que tout le monde va le comprendre. Donc c'est super important, faites-le, ça peut être un storyboard, ça peut être un plan au sol si comme moi vous savez pas dessiner, ça peut être un tableau si vous êtes cartésien et que vous ne savez même pas dessiner des plans au sol, mais en tous les cas ouais, faites un découpage technique et ne faites pas de comme moi, ne le communiquez pas 24 heures avant le début du tournage à votre assistante réelle. Faites-le plutôt une semaine, un mois avant. Ouais, c'est pas mal ça. Le prochain chapitre de cette FAQ, ça sera pas une question pour le coup, ça va être un récapitulatif des collaborations de 2017. Parce que comme je le disais dans l'annonce de cette FAQ, c'est pas parce que je ne poste pas sur la chaîne Vectan Production que pour autant je ne fous rien. Et la preuve en est, c'est que quand on fait une collaboration sur la chaîne de quelqu'un d'autre, sur YouTube, on n'est pas forcément autorisé à mettre ce contenu sur notre chaîne. C'est bien dommage, faudrait que YouTube trouve un moyen de relinker le contenu sur lequel, le contenu de la page de l'autre créateur, de pouvoir le relinker sur notre page à nous pour que nos abonnés reçoivent quand même une notif et tout ça. Enfin, ce serait si vous regardez YouTube, franchement, ce serait pas mal comme système. Ça nous permettrait comme ça, du coup, de voir que, par exemple, en janvier 2017, quand j'ai fait une collaboration avec Gorkab pour son émission CGM, où je l'ai aidé à interviewer le superviseur FX de Rogue One, entre autres, et que du coup cette interview s'est retrouvée en quasi-intégralité, je crois, sur ta chaîne, Thomas. Quand cette vidéo est sortie, du coup, ses abonnés ont vu la vidéo, mais mes abonnés à moi ne l'ont pas forcément vue. Et même si je la partage sur Facebook, mes abonnés sur YouTube ne vont pas la voir. C'est un peu ballot. Mais voilà, du coup, si jamais vous voulez aller voir cette interview très intéressante en anglais, sous-titrée normalement, sur les effets spéciaux de Rogue One, entre autres, il avait aussi bossé sur Star Trek, alors je sais pas lequel, hein, je sais pas si c'était Into Darkness ou Beyond, mais bon, il avait bossé sur un des Star Trek aussi en superviseur FX. Ce mec était adorable et très intéressant dans ce qu'il racontait, donc franchement, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son interview, c'était vachement intéressant. Ensuite, en février, j'avais fait la Japan Tour Festival avec Imagivienne, donc Imagivienne qui était notre équipe décoration, qui donc a tout un stand aux couleurs de Warren Flamel pour les conventions, donc c'est un stand sur lequel on se déplace régulièrement quand eux vont en convention, on les accompagne quand on peut. Ensuite, à partir de février jusqu'à mai, il n'y a rien eu, du coup, parce que j'étais dans mon ancien job à la Fnac, en tant que vendeur. Et j'en profite, je ferai certainement une vidéo un peu coup de gueule là-dessus, mais j'en profite pour attirer votre attention sur le job que vous allez choisir. Et je parle bien du job, pas du métier. Quand vous allez sortir des écoles de cinéma, vous allez avoir une énorme pression de la part de vos parents, et c'est normal, pour trouver un job. Rapporter de l'argent pour payer votre loyer, si jamais vous vivez plus chez vos parents. Et enfin, goûter à la joie de l'indépendance financière vis-à-vis de vos parents. C'est très louable. Moi, je sais que j'ai très vite voulu faire ça dès que je me suis réinstallé sur Paris, que je savais que je ne recommençais pas mes études. J'ai voulu trouver du boulot. Alors, ça a été un peu galère, mais j'ai fini par trouver un job de vendeur photo vidéo à la Fnac. Je me suis dit, ça ne pouvait que être parfait, un job de vendeur photo vidéo, c'est exactement dans mon domaine. Sauf que la grande distribution, parce que la Fnac c'est de la grande distribution, et ce n'est absolument pas du conseil, il faut bannissez totalement cette idée de votre esprit si vous voulez être créatif et continuer à avoir une vie en dehors de votre boulot. Bannissez tout de suite la Fnac, Darty, le Boulanger, toutes ces enseignes-là, puisqu'ils vont vous parasiter tous vos week-ends. Et en l'occurrence, le système de la Fnac est plus vicieux que ça, c'est-à-dire que on était dans un magasin ouvert 362 jours par an, donc autant dire on n'en fermait que 3 jours. Hein. Noël, le jour de l'an, et le 1er mai, parce que c'était interdit d'ouvrir. Donc du coup, le fait de bosser dans un magasin comme ça, ça a fait que je n'avais quasiment plus aucun week-end de dispo. J'avais un week-end sur deux où je travaillais, un dimanche sur deux où je travaillais, et tous les samedis je travaillais. En un an, je n'ai eu qu'un seul samedi où je n'ai pas travaillé, c'était une erreur d'emploi du temps de la part de mes supérieurs. Donc
C'est autant vous dire que quand vos potes ne peuvent être disponibles qu'en week-end pour tourner, c'est mort, vous ne pouvez plus tourner. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai fini par dire ras-le-bol, quoi. J'en avais ras-le-bol de plus pouvoir faire ma passion à côté. J'ai décidé donc en mai 2017, 31 mai 2017, jour à marquer d'une pierre blanche, de démissionner de mon job de vendeur à la Fnac et de commencer donc mon nouveau boulot en tant que technicien numérique, qui est un job vachement plus intéressant et qui me laisse des week-ends, donc j'ai à nouveau tout le temps que je veux pour participer à mes projets ou ceux des autres. Et c'est pour ça qu'à partir de juin 2017, ça a été une avalanche de projets petits ou grands. Il y a eu une collaboration du coup avec les Geek Ferries, bon ça compte presque plus puisque c'est quasi une collaboration annuelle maintenant. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'adore l'équipe des Geek Ferries, on est en contact depuis 2014 maintenant, c'était le premier à nous avoir invités en convention, on en a suffisamment parlé avec Nicolas lors de nos lives, lors de nos vidéos de présentation, etc. Concrètement, c'est la convention à laquelle je ne peux que vous inviter à venir. C'est vraiment top, et cette année encore j'y serai normalement en tant que bénévole photographe, comme je l'étais l'année dernière, donc du coup c'est à dire que c'est moi qui couvre en partie, hein, je suis pas tout seul, les photos du festival, et c'est un vrai bonheur parce qu'il y a une super bonne ambiance avec les festivaliers, avec les bénévoles, avec les orgas, et rien que pour ça franchement venez au Geek Ferries si vous voulez cette année, et si jamais on se rencontre, n'hésitez pas à m'aborder, hein, je ne mords pas, même en extérieur. Et je ferai une joie de discutailler un peu avec vous. Ça fait plaisir de rencontrer des gens en vrai. J'ai fait un shooting avec Nicolas, donc alias Warren Flamel. On a fait un shooting un petit peu sur le mode Uncharted et tout. C'est vachement sympa parce que ça m'a permis du coup d'utiliser des flashs pro photo prêtés par un ami photographe. Donc des shootings en extérieur, c'était vachement sympa. J'ai fait un shooting aussi avec Marion, donc Marion que vous connaissez aussi dans Warren Flamel, même si malheureusement elle est décédée. Mais du coup, un petit shooting avec Marion, improvisé, celui-ci sans flash, sans rien. C'était un petit shooting qu'on avait fait le soir en sortant du boulot. J'ai aussi fait un shooting pour le mariage de Charlotte, du coup, donc mon assistante réelle qui s'est mariée cet été. Ils avaient des costumes vachement stylés avec Valentin, donc son mari. Et du coup, c'est moi qui ai été chargé de faire leurs photos de mariage. Donc autant vous dire que faire les photos de mariage de vos deux meilleurs amis, ça vous fout la pression quand même. Hein. La pression, elle est là, quoi. Mais voilà, on s'est bien marré et ils ont bien aimé les photos, donc tant mieux. Hein. J'ai fait aussi le 14 juillet, ou c'est un tout petit peu avant, je crois, j'ai fait un shooting avec Shepaki Cosplay, donc qui est une cosplayeuse que j'avais rencontrée à la convention Crustabule, une convention du coup faite en Limousin. Et qui a donc un costume très très cool de Elisabeth de BioShock Infinite. Donc du coup, même si je sais que c'est un costume qu'elle avait déjà usé, surusé et fait 36 000 shootings avec, je voulais que notre premier shooting ensemble ce soit un shooting avec Elisabeth de BioShock, et on a trouvé un lieu vraiment superbe, à savoir le Passage des Princes dans Paris, qui est un endroit où normalement est blindé, mais là il y avait personne, et on a fait plutôt de belles photos. J'étais vraiment très content de ce qu'on a fait ce jour-là en shooting. Ensuite on continue en juillet, il y a eu le tournage du court-métrage Ewilan, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Ewilan, donc roman de Bottero, il va sortir normalement l'été prochain. Mais il a été adapté en court-métrage, le premier chapitre du premier roman a été adapté en court-métrage, et j'ai eu la chance, via un ami, d'être photographe plateau sur ce tournage. Donc ça m'a permis de rencontrer plein de gens super intéressants, super passionnés. Ça m'a permis aussi de rencontrer Capucine, donc de la chaîne Le Capucine, qui est donc une ventriloque sur YouTube et qui fait un travail admirable. Moi j'adore ce qu'elle fait, et du coup ça fait plaisir de rencontrer les gens qu'on regardait sur des petits écrans, et là de les voir en vrai, de pouvoir leur dire vraiment que ce qu'ils font est vraiment cool et qu'on aime ça. Ça a été un vrai plaisir aussi. Donc il y a eu ce tournage en tant que photographe plateau. J'ai eu plusieurs tournages de ma pote Clémy, du coup qui ancienne chaîne The Life Warp, qui maintenant a lancé sa propre chaîne, et qui donc a sa petite émission Apprends la magie avec Hermione, donc on reste dans le thème d'Harry Potter. Et sur ces tournages-là, on a tourné 4 week-ends cet été, je crois, 4 à peu près dans ce jeu-là, plus ou moins. Hein. J'étais cadreur, chef-op et photographe aussi, parce que à chaque... en fait, elle tournait avec plein de costumes différents, comme les cosplayeuses, hein, du coup, elle avait plein de costumes, plein de personnages, et en fait, à chaque costume, chaque personnage, on faisait un petit shooting à la fin de ces scènes.
C'était physique, hein. Il y a eu plein de personnages, je peux pas tous vous les dire parce que il y en a certains ça spoilerait, mais globalement ouais, on s'est quand même bien marré quoi sur ce tournage-là. Ensuite, en août, on a eu le tournage de Warren Flamel, du coup le tournage dans les souterrains du ministère de la Magie, donc on a déjà eu un débrief là-dessus, ça sert à rien d'y revenir. J'ai eu aussi un shooting Ash vs Evil Dead avec Aurélien, donc un cosplayer que j'ai rencontré via les pages de cosplay sur Facebook où j'avais posé des petites annonces et il fait partie de ceux qui m'avaient répondu. Et je connaissais pas du tout Evil Dead à ce moment-là, donc du coup je me suis renseigné en 24 heures, j'ai rushé tous les résumés possibles et inimaginables des 3 films et commencé un petit peu la série. J'ai surkiffé, surtout la série en fait, parce que forcément elle a un petit peu moins vieilli que les films, donc j'ai préféré un petit peu la série, mais j'ai surkiffé Evil Dead, ce qui du coup m'a inspiré d'ailleurs Evil Night, donc notre court-métrage qu'on a fait en novembre. Donc ce shooting qui a fait l'objet d'une petite vidéo backstage sur la chaîne Vectan Production 2. En septembre, j'ai refait une collaboration avec Gorkab pour CGM, où on a été interviewé Larry Yeager à Londres, donc qui est donc quelqu'un de pas forcément très connu du grand public, mais c'est un pionnier des images de synthèse au cinéma. Et ce qui a été intéressant sur cette petite interview qu'on a fait de lui à Londres, c'est que en 24 heures, on est parti de Paris, on est monté à Londres en bagnole, on est redescendu ensuite en bagnole jusqu'à Paris, et on a fait tout ça, ouais, on a rushé quoi, avec les sacs sur le dos, la caméra, le trépied, un panneau LED et tout, enfin c'était... honnêtement, ça, si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Ou pas dans ces conditions-là, en tout cas. Mais on s'est bien marré encore, mais... c'était pas un week-end reposant. Loin de là. Loin de là. Parce qu'il faut savoir que tout ce que je vous dis, là, ça se fait sur les week-ends, du coup. Donc, en fait, la semaine, je bosse, mes 5 jours de semaine. Et ensuite, je fais ce que j'ai à faire le week-end sur mes petits projets. Et je recommence à bosser le lundi, hein, à chaque fois. Pas de jour de repos. Donc, cette interview de Larry Yeager... Un shooting avec Laura Tontini, donc du coup que vous avez pu voir sur les premières productions de la Vectan Production et sur l'épisode 1 de Warren Flamel aussi. Donc petit shooting en studio, fort sympathique. On a fait ensuite le shooting de Nicolas, donc Warren Flamel, pour les prochaines affiches de l'épisode 3 de Warren Flamel, dont une est sortie il y a pas longtemps. On a fait le tournage de la scène finale de Warren Flamel dans la forêt de Fontainebleau. On a fait également le tournage de la scène de Quidditch de Warren Flamel. Ça, on l'a fait dans les locaux de Joueurs du Grenier qui ont accepté de nous prêter leur fond vert, fort sympathique. Ensuite, j'ai fait une collaboration avec le groupe Les Humeurs Cérébrales, avec qui j'avais déjà fait un premier clip, mais du coup, comme il n'a pas été partagé sur notre chaîne, vous ne l'avez peut-être pas vu, c'est le clip Encore un verre de leur album qui est sorti, on l'a fait il y a 2 ans maintenant, ce clip. Bientôt 2 ans, ça va faire bientôt 2 ans. Donc c'est un clip pirate qu'on avait tourné au bar Le Barberousse à Limoges. Et on s'était vraiment marré là aussi, 2 jours de tournage hyper intensif mais avec une super ambiance. De toute façon ce groupe est génial, si jamais vous voulez aller les voir en concert, franchement n'hésitez pas. Ils passent d'ailleurs en mars, ils passent à Cergy en région parisienne, j'y serai personnellement avec une grosse partie de l'équipe. Donc si vous voulez nous voir et puis surtout les voir eux, ils font la première partie du groupe The Crooks and the Dylan. Et on y sera, donc si jamais vous voulez nous croiser, vous savez qu'on sera là-bas le 9 mars il me semble, à Cergy. Et donc du coup j'ai fait des photos de concert avec eux. Ils avaient un petit concert à côté de Limoges dans une toute petite salle, donc c'était vachement cool, on a pu faire toutes les photos qu'on voulait et c'était vachement sympa. Ça m'a permis de tester le 70-200 d'ailleurs de Canon, très belle optique, 70-200 de 8 avec un petit 5D Mark IV, c'était top de top. Ensuite, on a fait le shooting de Nicolas Flamel pour les affiches de Warren Flamel épisode 3. Donc là, pareil, une vidéo backstage complète sur ce shooting-là. Donc je vous invite à aller regarder sur la chaîne secondaire de la Vectan Production. Un autre shooting, le shooting de Lara. Donc Lara, qui est la violoniste du groupe des Humeurs Cérébrales, qui était de passage sur Paris. Donc on a fait un petit shooting avec notamment son violon, parce que j'adore le violon. J'ai qu'un seul regret dans la vie, et je sais que je l'aurai jusqu'au bout de ma vie du coup, c'est de ne jamais avoir appris à faire du violon. Ensuite, j'ai fait aussi le shooting, un shooting pour Sean Geek. Sean Geek, donc, qui est une cosplayeuse, habilleuse, écrivaine aussi depuis peu, puisqu'elle fait aussi des bouquins sur le cosplay. Et ces bouquins sur le cosplay, c'est moi qui, à chaque fois, design la couverture et fait quelques photos quand je le peux du coup pour ses costumes. Donc là en l'occurrence on a fait un costume de Mélissandre, elle a fait un costume de Mélissandre et moi j'ai fait le shooting du coup de ce costume. Dans la foulée de ce shooting, on a aussi fait du coup la couverture et la 4e de couverture de son bouquin. Ça a été pas mal de temps de travail sur Photoshop, hein, parce que du coup l'avantage c'est que j'ai énormément progressé sur Photoshop depuis 1 an.
On a passé 5 heures à peu près, hein. Là ce que vous voyez c'est 5 heures en accéléré. On a passé 5 heures sur cette couverture de bouquin et c'était assez éprouvant, mais qu'est-ce que c'était cool, putain, c'est bien marrant. Ensuite, une nouvelle collaboration assez anecdotique, mais bon, je la précise quand même, hein, avec Gorkab, encore une fois, pour sa FAQ des 10 000 abonnés. Ensuite, au mois de novembre, j'ai été interviewé Ulrich Esser de Tentacle Sync au Satis, donc Satis qui avait lieu à Alpen Saint-Denis, et c'est pas mal parce que ça m'a permis du coup de tester une petite config avec ma caméra Sony, ma Action Cam à la main et un micro dynamique à la main pour interviewer les intervenants. Ça marche plutôt bien comme setup. Je suis plutôt content parce que du coup ça va me faire un setup hyper léger pour aller interviewer en salon, un truc comme ça les prochaines fois. Et même si cette fois-ci j'avais la chance d'être accompagné du coup de Gorkab, donc Thomas, qui a pu me servir de seconde caméra puisqu'il cadrait avec la C100. Après ça, il y a eu le tournage de Hippomaniac. Donc Hippomaniac, c'est un court-métrage un peu autobiographique de Laura Tontini, donc du coup qui a joué dans Warren Flamel et dans L'Homme en Rouge, et de Marion Denivant qui a joué également dans Warren Flamel, donc deux copines qui ont décidé ensemble de monter un projet de court-métrage, et on a fait ensemble donc le tournage de leur teaser de lancement pour amorcer ensuite une campagne de crowdfunding. Donc ça nous a pris 2 petits jours à peu près, c'était sympa comme tournage. Un tournage en intérieur et un peu plus posé que d'habitude, ça changeait. Collaboration encore avec Gorkab sur le CGM hors série Matrix. Il faut savoir que pour le CGM, donc l'émission CGM de Gorkab, il avait une petite bande-annonce à faire pour annoncer son CGM sur Matrix, qui me semble n'est pas encore sorti, Thomas, d'ailleurs. Ça donne des leçons sur l'épisode 3 de Warren Flamel, mais ça sort pas non plus son CGM sur Matrix. Moi je dis ça, je dis rien. Et donc du coup, on a tourné une petite séquence de fiction, un peu délire, un matin comme ça, à Saint-Quentin, c'était marrant. Et donc du coup, cette petite séquence de fiction a servi de teaser, en fait, pour commencer à attiser un petit peu la curiosité des gens, et surtout que tout le monde soit vraiment au courant qu'un CGM sur Matrix était en préparation. Un CGM hors série. Je précise, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Au mois de novembre, fin novembre, du coup, nous avons fait le tournage de Evil Night. Alors, Evil Night, c'est un gros morceau, puisque c'est tournage de nuit, tournage dans le froid, puisqu'il faut savoir qu'on a tourné par moins 3 degrés, ce qui nous a permis du coup de savoir que la C200 résiste à moins 3 degrés, voilà, c'est un test tout-terrain, Canon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un test tout-terrain, voilà, on la teste dans toutes les conditions. Donc ce tournage qui a été assez épique, puisque on devait donc éclairer toute une scène avec machine à fumer, voiture, etc., etc. Jouer avec du coup Megan, qui alias Mignala Caldin, qui est donc une jeune modèle photo, comédienne, actrice, qui n'avait jamais travaillé avec nous, donc c'était un plaisir aussi de travailler pour la première fois avec quelqu'un de nouveau, avec Nico aussi, avec qui on a travaillé. Nico, on le présente même plus, Nicolas, qui était aussi à l'image. Et j'ai vraiment hâte de vous le montrer, ce court-métrage. J'attends juste, pour commencer le montage, que la prochaine mise à jour de Adobe prenne en charge le RAW Lite de la C200, puisqu'actuellement, le RAW de la C200 n'est pas pris en charge par Adobe. Donc du coup, je suis obligé de passer par le logiciel Canon pour reconvertir tout en ProRes, ce qui fait que mes 400 Go de rush originaux, qui sont déjà très gros, deviennent 4 Tera de rush une fois qu'ils sont convertis en ProRes. Donc j'avoue que si jamais je pouvais passer directement dans Premiere, ce serait cool. C'est un projet très court, c'est un projet qui fait entre 3 et 5 minutes, donc ça sortira rapidement après Warren Flamel, ça y a pas de souci là-dessus. Promis, après Warren Flamel, on arrête les projets interminables. Ensuite, décembre, donc du coup, on y arrive. Décembre, dernière collaboration de l'année, on a collaboré avec Vesper, des chroniques de Vesper, enfin Mélissa, des chroniques de Vesper du coup, pour le tournage de sa chronique sur Harry Potter et l'enfant maudit, donc qui devrait sortir normalement, je pense, elle devait sortir début de l'année prochaine, je crois, ça va sortir en janvier à tous les coups. Et donc du coup on a tourné à Poitiers, dans le décor, en partie le décor de Warren Flamel, mais aussi le décor de la bibliothèque de Ligugé qui avait été fait par Imagivienne, et ça nous a permis de faire des belles images, et moi ça m'a permis de m'essayer en tant que chef opérateur. C'était vraiment la première fois que j'avais toute l'image pour moi, en fait. Concrètement, je pouvais placer mes projecteurs où je voulais, mettre mon cadre comme je voulais, etc. Ça a été une bonne expérience. Donc, on parle de collaboration, et Mathilde avait une question à ce propos. Elle dit « Tiens, tu parles de tes collaborations avec d'autres youtubeurs. Dans ce genre de projet, je me demande souvent comment se passe la rémunération de chacun, s'il y en a une. »
On est sur YouTube, Mathilde. Je vais pas dire que personne n'est payé, ce serait faux. Mais si, globalement, dans quasiment toutes les vidéos de tout le monde, personne n'est jamais payé. On fait ça avant tout parce que ça nous fait kiffer. On aime ce qu'on fait, on le fait entre potes. Et rien que ça, c'est un luxe que beaucoup de gens dans leur vie professionnelle ne peuvent pas se permettre. Rien que pour ça, quand t'as pas forcément le besoin de toucher de l'argent sur la moindre petite prestation que tu fais ou le moindre petit coup de pouce que tu donnes à un pote, ce qui est mon cas puisque j'ai un job en CDI, je touche bien, je gagne bien ma vie, donc j'ai pas besoin de demander de l'argent à chaque fois que je participe à un projet d'un pote. Donc du coup, moi je me permets de participer à des projets gratuitement. C'est un luxe que je me permets, que beaucoup ne peuvent pas se permettre parce qu'ils sont intermittents et que ils doivent courir après la moindre prestation. Et c'est le choix de chacun. Mais en tout cas, les collaborations sur YouTube, la plupart sont gratuites. Dernière question. Question de... Oh tiens, Sean Geek. Bon oui, le mec qui fait comme s'il avait pas prévu alors qu'en fait il a le papier, il a tout imprimé quoi. Allez-vous devenir des esclaves sur un tournage Harry Potter chez JDG? Mon Dieu. Mais est-ce qu'on viendrait pas de balancer notre première collaboration de 2018? Mais oui. En 2018, la Vectan Productions va donc participer au tournage du prochain épisode de Joueurs du Grenier, qui portera sur Harry Potter, parce que décidément, je sais pas si vous avez compris le fil conducteur, hein, mais on est un petit peu buté sur Harry Potter, hein, c'est notre thème favori. Et donc du coup, nous allons participer. Je peux pas vous révéler exactement de quelle nature nous allons participer, je peux juste vous dire qu'on sera pas de simples figurants, etc. On sera dans l'équipe technique. Si vous venez sur le tournage, vous nous verrez, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, on recherche des figurants, donc n'hésitez pas à postuler sur la page Joueurs du Grenier. Il y a toute la procédure à suivre pour postuler en tant que figurant. Et nous allons donc participer au tournage de Joueurs du Grenier en espérant que notre participation soit remarquée et que à l'image il y ait une vraie différence par rapport à ce qui se faisait avant et que pourquoi pas, comme avec Mélissa, si jamais la collaboration se passe bien, que les images sont satisfaisantes, pourquoi pas continuer à bosser ensemble. C'est dans le cas de Fred et Seb, donc de Joueurs du Grenier, c'est des youtubeurs que moi je suivais quand j'étais déjà petit comme ça au collège. J'ai continué à les suivre quand j'étais au lycée et j'ai continué à les suivre après quand je faisais mes études. Pouvoir bosser avec eux sur un épisode complet, c'est waouh! C'est le genre de truc qu'il y a un an on me l'aurait dit, j'aurais fait team main. Bah non, là ça va se passer en janvier d'ailleurs, c'est notre première collaboration de l'année et waouh! Putain, qu'est-ce que ça va être cool. Dans les autres collaborations à venir pour 2018, puisqu'on va terminer là-dessus, il y a un court-métrage, un petit court-métrage que je tournerai juste après le tournage de Joueurs du Grenier d'ailleurs, qui n'est pas un de mes courts-métrages, je ne serai pas réalisateur, je serai que chef opérateur sur ce projet-là, mais c'est un projet d'Heroic Fantasy, donc je me dis que ça pourrait peut-être intéresser les gens qui sont sur cette chaîne. C'est mon pote Manuel Laurent qui fait ce projet, et qui est donc un petit court-métrage de 5 minutes à peu près, qui se passe dans un monde médiéval fantastique avec un aventurier, un oracle, etc. Je vous en dis pas plus parce que le but c'est de pas vous spoiler, mais ça va être quand même vachement cool. Je reviens des repérages là, il est à peu près 3h du matin quand je filme cette chronique, je suis debout depuis ce matin, on a fait des repérages toute la journée, on a gambadé partout, et ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Et autre truc qui va envoyer du lourd, le prochain clip des Humeurs Cérébrales, sur lequel je bosse en tant que réalisateur, cadreur, chef-op, bref, en tant que multicasquette, comme d'habitude. Et sur ce clip-là, donc la dernière fois, il y a 2 ans, c'était le thème des pirates. Cette année, c'est le thème du médiéval. Donc on a une chanson qui s'appelle Roland, que vous pourrez trouver dans leur dernier album. Hein. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller écouter sur Deezer. Vous pouvez écouter sur Deezer, Spotify, Amazon Music. Moi j'écoute sur Amazon Music, voilà, personne n'est parfait. Et du coup, cet album, il y a une musique donc, qui s'appelle Roland, c'est celle-là qu'on va adapter. C'est, je crois, la plus longue de tout l'album. D'ailleurs, elle fait bien ses 6 minutes. Et ça va être épique. Ça va être épique. Si jamais on arrive à faire tout ce qu'on veut, on a au menu des ralentis trop stylés, une bataille médiévale, on l'espère une charge de chevaux si on arrive à avoir suffisamment de moyens, et tout ça franchement dans un clip d'un groupe corrézien. Ça va être encore un projet de ouf. L'année 2018 pour l'instant s'annonce encore plus stylée que celle de 2017, et pourtant 2017, j'en ai profité que pendant 6 mois et je m'en lasse plus déjà. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire que la chaîne
Vectan Production n'est certes pas très active, mais l'association Vectan Production, elle vit à fond de fond en ce moment. Et pour suivre cette évolution, vous avez plusieurs possibilités. La possibilité number one, c'est donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Facebook. On publie pas mal sur Facebook, mais pas trop non plus. La possibilité pour les suivre de plus près et me suivre moi plus particulièrement, c'est Instagram. Par contre, je publie énormément sur Instagram. Je publie pas tous les jours, mais pas loin. Je publie pas mal sur Instagram, que ce soit sur les tournages, etc. Donc si vous avez des questions, des messages, des trucs comme ça, Instagram, envoyez-moi un petit message sur un commentaire, sur une photo, quoi que ce soit. Dès que je suis en tournage, je pose quasiment toujours une photo sur Instagram de toute façon. Donc n'hésitez pas à me contacter via ce média-là, je réponds. Du coup, c'est la fin de mon papier. Hein. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2018, puisqu'il y a de fortes chances que cette vidéo sorte le 1er janvier. Donc du coup, on est déjà en 2018 quand vous la regarderez. C'est magnifique, les choix du montage. On est de plus en plus nombreux. Donc c'est vachement cool, soyez de plus en plus actifs, n'hésitez pas aussi à commenter, j'adore répondre à vos commentaires sur la FAQ, là, ça m'a vraiment fait plaisir de répondre à certaines de vos questions avant même que la FAQ ne sorte, et clairement, plus on interagira entre nous, plus on donnera envie aux gens de venir nous voir aussi. Donc c'est donnant-donnant, vous posez vos questions, moi je vous y réponds, ça fait venir plus de monde, donc moi ça me donne encore plus de questions auxquelles je peux répondre. Et c'est un échange de toute façon, on est sur YouTube, on est là pour ça, on est une communauté, il faut échanger. Voilà. En attendant, bonne année 2018 à tous, et ça va être génial, hein. On va essayer de la faire encore mieux. Allez, c'est parti. C'est plus facile de partir de chez soi quand tout ce qu'on t'a appris ne t'y prépare pas, c'est bien. Mais moins difficile, il faut que tu me crois, mon monde est une vraie idylle, d'après ce que me dit papa.